écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore. Et salut à tous, bonjour à tous. On est très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Ragging Fire Club. C'est déjà le 6e épisode. Et aujourd'hui, on va rendre hommage à un acteur hongkongais qui nous a quittés malheureusement il y a très peu de temps, le 9 octobre pour être précis. Il s'agit de Meng Hui. Meng Hui est un acteur et un physique surtout bien connu par les amateurs du cinéma de Hong Kong, une bouille reconnaissable entre mille. On va aujourd'hui lui rendre hommage, revenir sur sa carrière. Et pour faire tout ça, bien sûr, je suis accompagné de mes deux amis de toujours, Max Pereira et Paul Gossem. Comment ça va les gars ? Salut John, salut Max. Très heureux de revenir au sein du Raging Fire Club, même si on va pas se mentir, c'est quand même une triste occasion puisqu'on a quand même perdu un grand bonhomme. Et je tenais quand même à dire que je suis assez étonné de l'anonymat dans lequel ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, je pensais quand même qu'on allait avoir au moins quelques papiers parce qu'on va voir au fil de l'émission que on fait pas n'importe qui, Meng Hui. Et puis j'ai rien vu passer à part quelques annonces de sites chinois. En France, rien du tout. Donc je trouve ça quand même assez dommage que personne rende hommage à ce bonhomme. Donc nous on va le faire, voilà. Donc voilà. Hommage à Meng Hui. Et sinon je suis comme d'habitude très content de pouvoir faire cette émission avec vous et puis avec ceux qui nous écoutent. Et toi, ça écoute, ouais, ça va super. Moi, pareil que dire de plus. Paul a tout dit. Effectivement, c'est l'éternel second couteau, malheureusement. C'est un grand second couteau en fait du cinéma de Hong Kong qui continue de l'être malheureusement aujourd'hui dans la manière dont on lui rend hommage. Donc, on tenait à le faire quand même parce que c'est quand même quelqu'un. C'est plus qu'un second couteau. C'est quelqu'un de très important qui a travaillé avec des gens très importants de l'industrie, notamment dans les années 80-90. Je vais revenir un peu sur son parcours. Pour le présenter.我想你收我做徒弟，我一向独来独往，你这个坏习惯不能改吗？师傅。我魔教教规批评邪道者，杀！他们是什么人？他们是奸的，我们是忠的，明白吗？Meng Hui, il est né le 1er mai 58 à Hong Kong. Comme beaucoup de ses confrères, Jackie Chan, Sammo Hung et Lam Shi-ying et compagnie, il vient d'une école d'opéra de Pékin, mais pas de l'école d'opéra de Pékin de Yu Jimuen, donc d'où proviennent Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, Yuen Wuping, Cora Yuen et tout ça. Il vient de l'autre école la plus connue, dont qu'on avait déjà abordé au cours de notre deuxième émission sur la Ghost Kung Fu Comedy, quand on avait évoqué Lam Shi-ying et Chin Suo. Donc lui, il vient de cette même école, l'école de Fan Foc Fa, donc qui était la deuxième école la plus importante du cinéma de Hong Kong, d'où provenaient effectivement beaucoup de grands noms du cinéma. Donc comme j'ai dit, Lam Shi-ying, les deux frangins Chin Suo et Chin Kar-lok, Tung Wai, Sharon Young, John Lon, Chung Fat, etc. Donc voilà, il provient de cette école-là. Il a commencé en tant que, comme beaucoup, en fait, il a eu un parcours très classique, enfant acteur. Notamment, c'était un des premiers visages reconnaissables dans les films de Bruce Lee. Il a un lien avec Bruce Lee puisqu'on peut le voir notamment dans Opération Dragon. Pour les fans de Bruce Lee, c'est pour les connaisseurs du film, ceux qui l'ont vu et qui l'ont poncé, c'est le petit bonhomme, le petit gars qui est sur le bateau et dont Bruce Lee à un moment donné lui file la corde. Si vous voyez cette scène-là, voilà, c'est ce petit gars-là. On le voit vraiment aux côtés de Bruce Lee. Je crois même que Bruce Lee l'aimait bien. Aimait bien sa bouille et aimait bien son professionnalisme déjà à l'âge qu'il avait, parce que il avait rencontré sur le tournage de Fist of the Unicorn, donc de Unicorn Chan. C'est là où il s'était rencontré la première fois. On peut trouver des photos sur internet très facilement. Et donc voilà, il y a un petit lien
avec le petit dragon, donc c'est assez cool. Et puis bon bah voilà, parcours classique, il va être cascadeur, acteur de complément, progressivement il va monter en gamme, il va être chorégraphe, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que outre tous ces petits rôles qu'il a eu au début de sa carrière, donc je le dis, il a commencé enfant jusqu'à l'adolescence, ça a été, il a eu un premier rôle dans un film. Alors c'était l'époque à la fin des années 70, quand Jackie Chan avait explosé avec les films de la seasonale, le Chinois des chaînes et Drunken Master. Il avait imposé un nouveau personnage, un nouveau type une figure de personnage héroïque dans le film de Kung Fu. Il y avait aussi un petit peu évidemment Liu Xiaoliang et Sammo qui avaient aussi apporté ce type de personnage à la Kung Fu comédie. Donc le film s'appelle Buddha Assassinator et il affronte Wong Jang-lee, donc comme Jackie Chan dans Drunken Master, et il fait une espèce de sous Jackie Chan. Voilà, le film n'aura pas le succès escompté. C'est vraiment un film qui surfe sur toute cette vague, comme à l'époque il y a pu avoir Yuen Biao dans Knockabout, Tung Wai dans Les Deux Frères Justiciers. Voilà, il interprète ce type de personnage à la fois héroïque et gaffeur, avec un visage un peu particulier. D'ailleurs, Mengoy, il est très connu pour avoir ce visage d'enfant qui gardera jusqu'à la fin de sa carrière, et même jusqu'à très récemment, qui fait qu'il interprète toujours un peu le même type de personnage. Mais là, dans Buddha Assassinator, donc il a le premier rôle, c'est le héros, et ça va être d'ailleurs une des rares fois où ça va être le héros principal d'un film, puis je crois que ça va pas se reproduire par la suite. Il me semble pas. En tout cas, il va souvent jouer le sidekick, le second rôle dans les films. Donc on le connaît surtout pour bien évidemment être le sidekick de Yuen Biao dans Zoo, de Jackie Chan dans First Mission, de Sammo dans Pelican Driver ou L'Exorciste chinois, de Brandon Lee dans L'Héritier de la violence, et puis en parallèle à sa carrière d'acteur, bah évidemment il va devenir chorégraphe. D'ailleurs c'est sur Buddha Assassinator qu'il va rencontrer Corey Yuen, qui voilà, ça va être un des films chorégraphes. Ils vont se rencontrer sur ce tournage, et ça va vraiment être Mengoy. Outre sa carrière d'acteur de second rôle, sidekick sympathique, ça va surtout être un chorégraphe et un assistant d'abord chorégraphe. Ça va d'abord être l'assistant principal de Corey Yuen. On va en parler dans le podcast. Il va y avoir une brouille à un moment donné dans la carrière et ils vont se séparer. Et Mengoy va essayer de vivre un peu de ses propres ailes. Et puis Corey Yuen, lui, va prendre plutôt Yuen Tak après en tant qu'assistant dans la suite de sa carrière, et ils vont faire voilà le chemin un peu de leur côté, et il va travailler avec des grands noms, donc beaucoup avec Corey Yuen comme je l'ai dit, et puis après on va parler de son travail avec Tsui Hark par exemple, avec des grands noms comme ça, avec Sammo bien sûr, et puis jusqu'à très récemment il a fait enfin pas très récemment, mais il a fait quelques petits trucs aussi récemment dont on reviendra pendant le podcast. Voilà comment je peux dresser un petit peu le personnage dans les grandes lignes. Bah, beau portrait, hein. T'as dit beaucoup de choses. C'est vrai que c'est une figure très reconnaissable, effectivement. C'est vrai qu'il a un visage d'enfant, on l'identifie tout de suite, et c'est vrai qu'il a pas forcément la carrure d'un homme d'action. Il est peut-être pas très grand, je crois, pas très très costaud, mais dans Buddha Assassinator, là, que j'ai découvert très très récemment pour l'émission, il passe bien. C'est un bon artiste martial, voire même très bon. Le film est pas exceptionnel. C'est vrai que c'est un peu un espèce de rip-off de Drunken Master, de Drunken Master dans l'esprit. Il y en avait beaucoup à l'époque, ouais. Ouais, voilà. Bien sûr. On retrouve un peu le même type de personnage que ce que Jackie pouvait faire. Mais le film est plutôt cool, hein, et ouais. Notamment le combat final qui m'a vraiment beaucoup surpris de par les capacités de Mengoy. Il affronte Wang Jang-lee, évidemment, hein, le grand méchant. Et le fight final est très très sympa, il dure assez longtemps, il est bien chorégraphié, il est très énergique. C'est pas un grand film, Buddha Assassinator, mais il est quand même à découvrir, ne serait-ce que pour ce combat final de très bonne facture. Ouais, bah vous avez déjà bien établi le personnage, hein. Donc voilà, Mengoy, c'est quelqu'un qui est apparu alors pour des petits rôles et puis après pour des plus grands rôles, mais dans une flopée de films, vous en avez cité, hein, et qui a travaillé sur une flopée de films très 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 importants, hein, pour le cinéma hongkongais, le cinéma d'arts martiaux en général, hein. Vous avez dit, il commence à faire des premières apparitions, des petites apparitions dans Opération Dragon, mais on le voit aussi, hein, dans Les Exécuteurs de Shaolin, par exemple. Hein, donc dans Event Sword et Dragon Saber, le 2, je crois, de Shoryuken. Donc voilà, c'est quelqu'un qui
qui fait des petites apparitions et puis qui va finalement entrer peu à peu dans le game, hein, on peut dire, hein, du cinéma hongkongais. Comme a dit Max, ouais, c'est lui en plus, ouais, c'est pareil, c'est un peu le même parcours que tous les gens desquels il va se rapprocher, hein. Alors on a parlé de Corey Yuen, vous avez parlé déjà de Sammo, il va intégrer la Honggaban, hein, c'est-à-dire la troupe de cascadeurs de Sammo Hung dans les années 80. C'est quelqu'un donc qui a été à bonne école, hein, et c'est alors Phan Phoc Pha, c'est son sifu, hein, c'est-à-dire quand il a été formé à l'Opéra de Pékin dès l'âge de 7 ans. Donc c'est vraiment un enfant de la balle. Il avait une mère qui était enseignante et lui par contre était nul à l'école. Était complètement nul. Donc sa mère a dit bon bah il y a rien à en tirer à ce niveau-là, donc on va le mettre chez madame Phan Phoc Pha pour qu'il apprenne autre chose que ce qu'il n'arrive pas à apprendre à l'école. Et donc très vite en fait, hein, il commence à faire des films dès son plus jeune âge. Donc il a un peu un parcours similaire à plein d'acteurs de cette industrie dont on a déjà parlé au fil des épisodes, hein, pas que hongkongais. Il a un parcours, alors même s'il a eu malheureusement, alors est-ce que son physique, vous avez parlé de son physique, ça a été son bonheur et sa malédiction, on va dire. Parce que comme il a un physique très bonhomme, très enfantin, comme ça, c'est le sidekick idéal, hein, c'est le copain marrant idéal. Mais donc il va trouver beaucoup de rôles dans ce sens-là, mais il n'a pas un rôle de premier de la classe. Il n'a pas un physique, de premier de la classe qui lui vaudra sûrement le fait de ne pas avoir explosé en tant que star. Même si c'est un homme pas de l'ombre, hein, mais si c'est un homme qui est derrière plein de choses dont on va le voir, on va voir des films très très importants. Ouais, donc c'est un peu un enfant de la balle qui a un parcours comme ça, hein, similaire à plein de gens. Il commence très très tôt, donc il est intégré à faire des petits rôles. Et au départ, c'est un peu un cascadeur aussi, hein, c'est un peu un cascadeur. Et donc je reviens sur il est pris plus pour un cascadeur qu'un acteur de par son physique. On va finalement trouver que, comme je viens de le dire, qu'il peut être un sidekick, un second rôle très sympa qui amène la comédie parce que voilà, avec le physique qu'il a. Mais je remarque aussi parce qu'on verra qu'il a réalisé quelques films lui-même, qu'il se donnera lui aussi ce rôle. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui se plaisait dans ce rôle parce qu'il n'aimait pas, à mon avis, faire que l'acteur. C'est quelqu'un qui aimait aussi être en coulisses, être derrière. Alors on verra que crédité ou pas, il est derrière pas mal de réalisations. Alors vous avez parlé de Corey Yuen, hein, comme on a vu. Et il y a quand même des gens qui sont quand même importants avant la Honggaban. C'est moi j'aimerais bien qui est pas son formateur, mais c'est quelqu'un avec qui il va faire pas mal de choses. C'est Bruce Long, hein, avec qui il va servir d'assistant chorégraphe, on pourrait dire, hein, de directeur adjoint, excusez-moi, des arts martiaux. Au sein de films, alors alors moi je sais plus, hein, ça c'est Max le spécialiste, hein. Le NG, tu prononces ça toi, hein, c'est ça, hein? Ouais, en fait, ça c'est la petite aparté culturelle. En fait, ça veut dire 5. Tu peux dire ou en mandarin, mais en fait, c'est le M aspiré, donc en fait, mais voilà. Parce qu'il y a quelqu'un parce qu'au départ de sa carrière, il y a quelqu'un quand même qui est très important pour sa carrière, c'est donc hein, c'est ça, hein, Si-wen, hein, qui est le patron de la Seasonal, qui est quelqu'un, alors pareil, qui est pas très connu en France, on parle pas de ce mec-là, mais c'est un mec très important. Très important, hein. C'est le gars qui a fait faire son premier film à Choi Ark, Butterfly Murder, c'est lui le premier qui a fait réaliser quelque chose à Yuen Whooping, hein. Le chinois se déchaîne, c'est lui. Corey Yuen, The Dragon Den, c'est lui. Van Damme, il lui a filé son premier rôle dans Karate Tiger, quand même. Voilà. Le gars est un très très grand monsieur et il va repérer Meng Hoi qui au départ officie plus comme un cascadeur, hein. Et il va lui donner quelques rôles et il va surtout le faire bosser aussi sur les chorégraphies. Il avait donc un chorégraphe attitré, hein, qui était Bruce Lung. Bruce Lung qui vient d'une très grande famille d'arts martiaux, hein, qui a été un peu on a essayé à un moment donné d'en faire un peu le nouveau Bruce Lee. Et il va beaucoup tourner ils vont faire 3-4 films ensemble. Ils vont faire Dragon contre Mafia, Little Superman, Kidnap in Rome, tous ces films là qui sont faits donc par
par Hong Si-yuen, et à la Corée, on a Bruce Leung, on a Meng Hoi qui joue dedans et qui est aussi assistant chorégraphe, et il va aussi, avant la Hungaban, avant tout ça, il va énormément apprendre de ce duo-là. Je pense que c'était important aussi de parler de ce bonhomme-là, qui est, je pense, très important pour la carrière de Meng Hoi. Bon, alors après, Bruce Leung, on sait qu'il va tourner pas mal de films pas terribles à Taïwan, qu'il va ensuite après être invité en Chine. Ça va pas bien se passer parce que bon, ça va pas plaire à Taïwan, ça va mettre un peu fin à sa carrière. Mais bon, voilà, monsieur très important qui a découvert donc une flopée de talent, hein, Hong Si-yuen, et dont Meng Hoi, c'est quand même ce monsieur qui lui met, excusez-moi, véritablement le pied à l'étrier, et je pense que c'est important de mentionner ce passage de sa carrière. Ça se situe, alors j'ai pas les dates, mais c'est fin 70, on va dire. Ouais. Et puis pour rappel, pour les gens qui savent pas qui est Bruce Leung, pour petit rappel, il avait fait effectivement, comme tu l'as dit, Paul, des faux Bruce Lee un petit peu dans les années fin 70, comme La Résurrection du Dragon, qui est un nanar assez onctueux, on va dire. Et puis les gens, le grand public le connaît surtout pour le rôle du crapaud dans Crazy Kung Fu. Voilà, c'est juste pour resituer le personnage. Il a fait un comeback grâce à Stephen Chow avec Crazy Kung Fu, c'est exact. Et il avait joué d'ailleurs dans une série aussi, pareil, pour montrer que il avait joué lui aussi, il avait repris le rôle de Chen Zhen dans une série TV. Ouais, il a fait beaucoup de trucs, il a même joué, il a joué avec Lo Wei et Jackie Chan dans Magnificent Bodyguard, qui était un gros budget à l'époque. Il a fait plein de trucs. Je crois même que c'est le frangin de Leung Soo-young. Il me semble que c'est son frère, et qui a d'ailleurs Leung Soo-young qui a beaucoup bossé avec Hong Si-yuen aussi, donc la boucle est bouclée. Donc voilà, ce monsieur-là, Bruce Leung, bon, bien entendu avec Hong Si-yuen, mais Bruce Leung très important parce que c'est lui qui va finalement pas apprendre parce qu'il sort quand même de l'opéra de Pékin et qu'il sait ce qu'il doit faire et qu'il connaît son boulot, Meng Hoi, mais qui va lui montrer vraiment le cadrer, lui montrer comment on travaille sur un plateau, comment on fait l'action, et donc quelqu'un de très important pour la carrière de Meng Hoi. Eh ben ouais, super. Est-ce que vous voulez attaquer les films qu'il a fait par la suite, plutôt parce que on doit quand même parler d'un truc, c'est qu'après il va surtout être connu pour dans le milieu du chorégraphe, comme tu l'as bien dit, Paul. En fait, c'est vrai que il a toujours fait des seconds rôles de sidekicks, et même dans ses réalisations, il s'est mis à faire ses rôles. Donc ça voulait peut-être dire aussi que c'était pas forcément, comme tu l'as dit aussi, que le travail le plus important qu'il aimait faire, c'est-à-dire jouer la comédie, mais plutôt justement essayer de s'exprimer en tant que chorégraphe et en tant que réalisateur de films d'action. Et on est obligé quand même de parler de la carrière d'aborder la carrière de Corey Yuen et des films qu'ils ont fait ensemble. Et alors, je sais pas par lesquels vous voulez commencer. Moi, j'avais dans ma liste, j'avais quand même Ninja in the Dragon Den. Il me semble que c'est officiellement le premier boulot alors c'est la première réal de Corey Yuen déjà. Ouais, absolument. Alors film super sympathique avec Hiroyuki Sanada. On vous renvoie à notre émission sur la Japan Action Club où on retrace la carrière de ce bonhomme, donc on va pas revenir dessus. C'est la première fois que finalement Meng Hoi est officiellement crédité comme directeur de l'action avec Corey Yuen, parce que Corey Yuen est un réalisateur, mais un très grand chorégraphe aussi. Hein, on verra que ça causera d'ailleurs un peu la brouille entre les deux personnes. Corey Yuen, une flic de choc. Ninja and the Dragon Den, Yes Madame, enfin Justice Consommation, Karate Tiger, So Close, des Fong Sayuk, tous les films avec Jet Li et qu'il a fait chez Wong Jing, My Father is a Hero, The Defender. Mais je veux pas spoiler, mais je pense qu'on en parlera un jour de Corey Yuen. Je pense qu'il mérite une bonne émission, Corey Yuen. On vous le dit, hein, puisque à ceux qui nous écoutent, que ça fait très longtemps qu'on parle de cette émission sur Corey Yuen. Mais comme c'est un très 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 grand monsieur et qu'on veut faire les choses bien et que on vous la prépare aux petits oignons, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre on reviendra sur ce très très grand bonhomme. Carrément. Comment on fait? Écoutez, moi j'ai pas de plan, hein, donc on parle de ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. On va un peu en freestyle. Ouais. Eh ben non, mais ce qui est
Ce qui est intéressant on en parlera peut-être après, mais moi j'ai une espèce de piste que je lance comme ça pour la réflexion, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Mangoy, qui était d'abord un petit peu l'assistant phare de Corey-Yun, a voulu un petit peu voler de ses propres ailes, et je pense que l'embrouille s'est située un peu à ce niveau-là. Il a voulu un petit peu, il y a eu un moment, une espèce de choc au moment de sa première réalisation, mais on y reviendra, mais en tout cas, oui, on peut partir de là, hein. Partons de là, on reviendra en arrière s'il le faut, mais comme on est en train de parler de Corey-Yun, on peut en parler, hein. En 89, il réalise son premier film, Blonde Fury, avec Cynthia Rothrock. On va pas représenter Cynthia Rothrock, grande star américaine du cinéma hongkongais, et c'est une production Corey-Yun qui donne la réal à Mangoy, qui n'avait pas encore fait de réal. Et alors Max, qu'est-ce qui se passe sur Blonde Fury? Alors apparemment, en fait, ce qui s'est passé, alors déjà par rapport à Cynthia Rothrock dont t'as un petit peu parlé, c'est-à-dire qu'ils s'étaient rencontrés. Alors ils avaient fait avant les mythiques Yes Madame et Une flic de choc, donc qui était co-chorégraphié par Mangoy, hein, réalisé par Corey-Yun et co-chorégraphié par Mangoy. Et c'est là c'est là que Mangoy avait rencontré Cynthia Rothrock, et apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, ils étaient en couple à l'époque. Donc Mangoy et Cynthia Rothrock. Donc ça aurait été un petit peu le choix des producteurs alors c'était un des derniers films de Cynthia Rothrock à Hong Kong, hein, comme tu l'as bien dit, Paul. Cynthia Rothrock, c'était vraiment la femme goélo, la femme occidentale qui a réussi à avoir des rôles de premier plan à Hong Kong, hein. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne, j'avais consacré une émission sur elle, donc n'hésitez pas. Et effectivement, ils se sont rencontrés sur ces films-là, et je pense que ça a été un choix dans le sens où c'était logique que Mangoy réalise un film pour s'adulciner, on va dire, parce que en plus de ça, dans Blonde Fury, ce qui est intéressant, c'est que souvent Cynthia Rothrock avait un petit peu, alors elle était en tête d'affiche, mais elle avait souvent un second rôle, dans le sens où elle était souvent associée, elle était un peu la sidekick du héros ou de l'héroïne. C'est le cas de Yes Madame, c'est le cas de Une flic de choc. Elle était derrière Yuen Biao, derrière Michelle Yeoh. Elle est toujours un petit peu derrière quand même si elle est mise en premier plan. Et c'est vers la fin des années 90 où elle va commencer à avoir des rôles, en fait, donc des premiers rôles où le film va se vendre sur son nom à elle. Et Blonde Fury, c'est un petit peu ça, cette espèce de tentative de vendre un film sur son nom, et où c'est vraiment elle qui a le premier rôle. Effectivement, alors ce qui a l'air de s'être passé en coulisses, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que Mangoy a enfin les clés pour réaliser son premier film. Apparemment, parce que le film est coproduit entre la boîte de prod de Sammo il est produit par la Golden Harvest, mais comme la Golden Harvest sous-traitait, en fait, avec plein de petites boîtes de prod, c'est des espèces de coprod, un peu comme ça. Et du coup, la production était pas contente des premiers rushs et du résultat. Et ce qui s'est passé, et là, je pense qu'il y a un vrai combat d'ego entre le maître et l'élève, c'est qu'ils ont rappelé, en fait, Corey-Yun pour terminer le film, retourner des scènes, etc. Donc là, je pense qu'il y a eu une question d'histoire d'ego, ce que je peux comprendre, parce que c'est censé être son premier film, et puis finalement on lui dit ouais mais non, ton film est pas dingue, alors on va rappeler ton maître pour terminer le truc. Peut-être qu'il s'est senti un petit peu vexé, je sais pas. Moi c'est très bordélique de savoir qui a fait quoi. Je sais que dans le film, à un moment donné, Cynthia Rothrock affronte une espèce de boxeur thaïlandais dans un bureau, qui est un combat assez mythique pour les fans de cinéma d'action, et apparemment ça aurait dû être le final du film. Et donc alors le film moi je l'ai revu pour l'émission. Je l'avais vu il y a très longtemps aussi. Je l'avais déjà vu parce qu'il était sorti en France, hein, d'ailleurs. Il s'appelle Une flic de choc 2, qui est pas du tout la suite, hein, d'ailleurs, mais ça c'est le titre français. Comme les Hongkongais savent le faire. Comme 90% des suites hongkongaises, mais on retrouve Cynthia Rothrock. Voilà, ça peut éventuellement être une suite si on prend pas en compte la mort de la fin alternative du premier de Cynthia Rothrock. Enfin voilà, c'est un bordel, mais on s'en fout un petit peu. C'est vraiment pas très important. Donc le film s'appelle aussi Blonde Fury. Lady Reporter, il a plein de noms, et c'est un bordel de production, de réalisation. Moi, je vous dis, je l'ai revu. Alors c'est pas un immense film. Effectivement, c'est un premier film. C'est un bon petit film d'action avec un peu de comédie, un petit peu de Mangoy reprend son rôle. Il y a Shin Soo-ho, je crois. Il y a quand même du bon cast. Il y a de la bonne baston.
je pense qu'il a voulu. Ce que je détecte un petit peu chez Mangoy, c'est, alors, on va peut-être en parler, c'est souvent une espèce d'envie de faire autre chose, de pas forcément faire, d'aborder l'action dans d'un autre angle, de faire un peu autre chose, de sortir un peu des cadres, dans un truc qui est déjà un petit peu cadré. C'est-à-dire, là, on va en parler pour son film d'après, qui est pareil, qui est une manière un peu originale de filmer l'action. Voilà, je trouve qu'il a envie de ça, alors que peut-être que Corey Yuen, lui, avait envie de faire quelque chose qui plaisait beaucoup plus au public, de plus. Je sais pas là. J'avoue que j'ai pas forcément les détails, mais effectivement, ça a été la brouille entre les deux. Et puis voilà. Donc c'est pas un film extraordinaire, mais comme c'est un premier film et qu'on sait pas vraiment, il en a pas fait 36. Il aurait pu, je pense, avoir une belle carrière de réal, mais il a pas forcément eu l'occasion de s'exprimer. Alors, bah, moi, si je suis un peu d'accord avec toi. Après, moi, je trouve, au visionnage, parce que pareil, j'ai pas eu le temps de revoir pas mal, et plein de trucs, parce qu'on voulait faire cette émission, assez vite. On voulait pas, il est mort dans le mois d'octobre. On voulait quand même faire ça dans le mois. Donc, j'ai pas eu le temps mais celui-là, je l'ai revu. Et finalement, à la revoyure, alors c'est pas un grand film, mais c'est un film très sympathique. Il y a des scènes d'action vraiment pas mal. Mais bon, moi, je pense que c'est plus un film de Corey Yuen que de Mangoy. Moi, je retrouve dans les chorégraphies, dans cette façon de faire s'opposer les combattants dans des endroits réduits. Tu sais, Corey Yuen, il aime beaucoup jouer avec ça. Hein. On est sur il y a toujours quelque chose qui gêne. Alors, on se bat sur des échafaudages, on se bat dans un petit couloir tout petit. Enfin, il joue toujours avec l'espace comme ça dans son action. Le manque d'espace, c'est quelque chose qui revient énormément dans la façon de mettre en scène l'action. Il adore ça, Corey Yuen, et on retrouve vraiment ça dans ce film-là. Et finalement, j'avais vraiment, quand je l'ai vu, je peux me tromper, hein, mais moi, quand je l'ai revu, j'avais vraiment l'impression d'être devant un Corey Yuen. Alors Mangoy, il a fait quelques films, on va en reparler. Il en a peut-être pas fait aussi assez pour qu'on comprenne bien quelle est sa touche, quel est son apport. Mais dans The Blonde Fury, vraiment, moi, j'ai l'impression vraiment que Corey Yuen a dû reprendre de A à Z. Il y a des chorégraphies qui sont de lui, mais c'est indubitable. Et je pense que ça a pas dû plaire à Mangoy, puisque finalement, j'ai l'impression, moi, que le film n'est pas vraiment de lui. Bah, c'est sûr, pour son ego, ça a dû faire mal, parce que tu as enfin la chance de réaliser ton premier film. Et finalement, bon, bah, il t'échappe des mains, en fait. On le redonne à ton maître. Ouais, ça doit être assez humiliant, effectivement. Moi, le film, je l'aime, ça va, c'est cool. Il y a des bons combats. J'aime bien le combat Cynthia contre Bilucho. Le final est sympa et tout. Il y a des idées originales, mais c'est pas un film qui se démarque particulièrement. Effectivement, oui, c'est sympa, mais je suis pas sûr que j'y reviendrai forcément. Il est sorti dans une belle édition là récemment, je crois chez Eureka, ou je sais plus quel truc anglais là. Il est sorti en grande. Ouais, possible, ouais. Okay. Donc, alors j'étais surpris du coup qu'il sorte dans une édition comme ça, mais bon, tant mieux, parce que c'est quand même la première réal de Mangoy, même si effectivement, comme l'a dit Paul, c'est quand même, il y a beaucoup de Corey Yuen dedans. Moi, je vois quand même quelques tentatives étouffées en fait, et puis quelques manières d'aborder certains personnages, certains trucs, certaines situations. Je vois un petit peu ça, mais effectivement, de toute façon, enfin, Mangoy, il doit être pétri d'influence Corey Yuenesque, on va dire, parce que de toute façon, il a travaillé avec lui pendant je sais pas combien, pendant pratiquement la décennie. Enfin, ils ont toujours travaillé ensemble. Donc je pense que moi, je vois l'envie de se démarquer. Je vois notamment, peut-être dans un film dont on va parler plus tard, dans L'héritier de la violence, où je vois un petit peu ce qu'il a voulu amener en termes de un côté plus statique, un côté plus resserré, moins d'action. Et puis après aussi dans son film d'après, dont on va parler, qu'il a réalisé. Après, je pense que de toute façon, et ça va être un truc un peu, je pense, le fil rouge un peu de cette émission, c'est que déterminer qui a fait quoi il faut dire que là, on est devant une grande famille, hein. Voilà, sur Blonde Fury, vous avez Corey Yuen, mais vous avez aussi Sammo. Ouais, bien sûr. On a dit tout à l'heure que Mangoy faisait partie de la Ungaban. Alors la Ungaban, c'est la troupe, de cascadeurs de Sammo. Et je veux dire, et ça, on verra ça, mais dans tellement de films. Je veux dire, il a, Pedicab Driver qui a fait quoi?
Peddy Cab Driver, grand film de Sammo Hung, où on a toute la Unga Band d'ailleurs qui est créditée comme chorégraphe, hein, c'est-à-dire les chorégraphes, c'est des chorégraphies de la Unga Band. Donc la Unga Band, c'est plusieurs personnes, hein, donc qui a fait quoi dans les films, ces gens-là on sait jamais, ils bossent tout le temps en famille, ils bossent tout le temps en équipe, parfois on a l'impression qu'ils se refilent les rôles. Oh bah tiens, toi on va te mettre réal parce que bon toi tu l'as pas encore fait, oh bah toi tiens on va te mettre à la Corée. Mais en fait qui fait quoi dans ces films? Je pense que c'est très compliqué. On va voir ça dans Zoo, on va voir ça dans The Blade. Enfin, je veux dire, c'est un truc typique de ce cinéma et surtout de cette troupe-là, de cette bande-là, qui est tout le temps en train de travailler ensemble. On sait pas très bien qui fait quoi. Je rappelle quand même que, déjà, même Opération Dragon, ils étaient là. Hein, on a dit Meng Hoi, mais il y avait Wen Biao, il y avait Sammo. Hein, c'est des gens qui depuis Jackie, enfin voilà, c'est des gens qui depuis petits, ils sont tout le temps en train de bosser les uns avec les autres, de s'engueuler comme pas possible, de refaire des choses, mais savoir qui fait quoi exactement, on n'est pas Hollywood quoi, les choses sont pas cadrées pareil et c'est un grand bazar. Il y a la politique de l'auteur qui est pas du tout appliquée. C'est souvent le producteur de toute façon qui a le dernier mot de ces films en général. Et puis comme tu l'as dit, effectivement, c'est un travail très organique, le travail à Hong Kong, mais même encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est parfois difficile de savoir qui a fait quoi, même au niveau même pas uniquement des chorégraphes, mais même des réalisateurs. Il y a des films comme ça où t'as même parfois des mecs qui passent sur le tournage, qui tournent un plan, qui tournent une scène. T'as un pote qui vient aider. Enfin, c'est un énorme chaos, mais c'est ce qui fait la richesse de ce cinéma, cette espèce de c'est presque collectif par moment. T'as des mecs, t'as des grands auteurs comme Tsui Hark ou John Woo ou Kirk Kong qui ont essayé d'amener leur touche à eux. Tsui Hark jusqu'à l'obsession, c'est-à-dire lui où il voulait faire son truc à lui, mais même lui, organiquement, il s'est laissé dépasser, il a pas pu faire ci ou ça, il a même délégué par moment. Donc effectivement, c'est parfois compliqué. Et du coup, il y a des films qui sortent comme des espèces de bijoux, de miracles, et puis t'as des films bordéliques comme Blonde Fury où tu sais pas trop qui a fait quoi, où c'est un peu ça part un peu dans tous les sens au niveau. Et d'ailleurs souvent ces films partent aussi dans tous les sens narrativement par rapport à ça aussi, parce qu'il y a souvent des changements d'auteur, de réal, de mecs qui tournent une scène, d'idées, de budget. Enfin c'est clair et net. Ah bah tu vois, je reprends ce que tu disais. Alors on va pas faire chronologique, hein, je crois. On va oublier la chronologie. Hein, que Blonde Fury c'est 89, mais là tu me parlais de Zoo, de Tsui Hark qui a sa patte. Hein. Alors Zoo, film mythique. Moi c'est un film. Alors en plus, moi j'ai toujours eu un problème avec Meng Hoi, c'est que en fait, quand je le vois en film, quand je le vois dans un truc, je le reconnais. Wen Biao, quand je le vois, je le reconnais. Mais à partir du moment où je me rappelle des films, je ne sais pas pourquoi, et je pense que c'est à cause de Zoo, je ne sais plus qui joue dans quoi. Je suis capable de te dire que dans Peddy Cab Driver c'était Wen Biao, alors qu'en fait c'est Meng Hoi. Mes souvenirs se mélangent, les deux je les confonds, et je pense que c'est parce qu'ils ont ce duo, moi qui m'a fait découvrir Tsui Hark. J'ai une histoire très particulière avec Zoo. C'est un film très cher à mon cœur, et je pense que ça vient de là. Sur Zoo, alors c'est Tsui Hark, on reconnaît Tsui Hark, hein, alors monument du cinéma hongkongais, et les chorégraphes officiels, en tout cas de ce film, hein, c'est Meng Hoi et Corey Yuen. Mais ce qu'on a quand même, on a Sammo qui est là, on a Chung Fat. Enfin, je veux dire, on a plein de gens. Qui a fait quoi? Et puis il y a Tsui Hark qui est là, qui est quand même là aussi. Et donc qui a fait quoi là-dedans? Mais comment le savoir? C'est impossible à déterminer. Je pense que ça devait se faire un peu au jour le jour. Tiens, toi, tu gères ça aujourd'hui, demain ça sera moi. Il y a une scène à tourner, vas-y, moi je vais m'occuper de ça. Ça devait être vu le chaos qu'est le film, le tournage devait être du même acabit, je pense. Surtout qu'en plus, Corey Yuen et Meng Hoi apparaissent en tant qu'acteurs dans le film. Alors Corey Yuen, il fait une petite apparition. Meng Hoi, il a effectivement, comme tu l'as dit, c'est le sidekick de Yuen Biao. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, Meng Hoi. Hein. Je crois que c'est le tout premier film que j'ai dû voir de lui. Pareil. Effectivement, je pense que tu peux te tromper. Oui, mais en fait, c'est normal de les confondre un peu, Yuen Biao et Meng Hoi, parce que ils ont souvent joué les sidekicks. Ils ont un peu le même type de morphologie et de visage, donc tu peux les confondre. Et puis, alors par contre, c'est vrai que Yuen Biao, lui, va se démarquer complètement dans les années 80. Il va devenir un premier rôle acteur de premier plan. Il va se démarquer, il va jouer plein. Là où Meng Hoi, lui, aura vraiment un rôle de sidekicks. Mais par contre, c'est un moi je le touche. C'est un très très bon acteur, hein, Meng Hoi. C'est un acteur qui reste à sa place en tant qu'acteur, mais qui joue super bien. Moi, il joue toujours un peu le même type de rôle, mais il le fait très 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 bien. Alors, et, voilà.
Excuse-moi, je t'ai coupé, Max. Non, vas-y, je t'en prie. Moi, je disais, ouais, justement, alors ce rôle, ouais, justement, et que je pense qu'il affectionne personnellement, ce rôle de sidekick, parce que sur les films, alors on a parlé de Blonde Fury, où il fait à peu près ça aussi, hein. Dans Blonde Fury, c'est un reporter un peu marrant, qui est là, qui suit, d'ailleurs, qui n'a pas un rôle martial, d'ailleurs, pas du tout, il me semble. Même, non, pas du tout. Et puis finalement, il va se donner dans ses autres réalisations ce rôle-là. C'est-à-dire que même quand c'est lui qui est aux manettes, il s'offre pas le premier rôle et il se cantonne à ce rôle de sidekick. Hein. Voyons, parlons de l'héritier de la violence. D'ailleurs, je renvoie à la vidéo que Max a fait sur sa chaîne, qui est superbe, qui nous présente un peu l'héritier de la violence. Où Mangoy tient encore ce rôle-là. Alors tiens, on va parler de ce film-là parce que ça va être intéressant, parce que je pense qu'on n'est pas super d'accord. Moi, alors je sais pas ce qu'en pense John, mais je sais que moi et Max, on en avait parlé déjà ensemble, et qu'on n'est pas super d'accord sur le film. Alors tiens, parlons de l'héritier de la violence. Moi, je l'aime plutôt bien. Je l'ai pas revu beaucoup de fois, mais c'est un film qui a, je trouve, un petit côté dramatique qui est plutôt bienvenu. Bon, et puis évidemment Brandon Lee à l'écran. Hein. D'ailleurs, Mangoy a joué avec a participé à des films avec le père et le fils Lee. C'est à souligner, c'est pas mal dans un CV, ouais. Non, c'est un film que je trouve cool, notamment pour sa dernière partie, qui est une fusillade dans une villa assez vénère, avec Michael Wong en grand méchant. Bon, sans vouloir spoiler, je pense que voilà, c'est un peu écrit sur son visage que c'est le trait du film, Michael Wong. Je crois que c'est, d'ailleurs, Max, tu me disais que c'était son premier rôle à Michael Wong. Ouais, c'était les premiers rôles, en fait, de Brandon Lee, du coup, il a parfait à Hong Kong, de Michael Wong, enfin, un de ses premiers en rôle principal, et puis de Regina Kent aussi, l'actrice. Le trio, là, de jeunes, en fait, ils les ont pris. D'ailleurs, c'est ce qui pêche un peu dans le film, c'est qu'ils sont un peu trop jeunes pour le rôle, mais bon. C'est vrai que vu l'histoire un peu plus sombre et dramatique que le film nous propose, on a des acteurs qui ont l'air de sortir du lycée, en fait, et ça casse un petit peu l'impact. Mais c'est un film que j'aime bien. Hein. Il y a des scènes assez marquantes. Je trouve Brandon Lee très bon dans le rôle, et Mangoy, effectivement, encore une fois en sidekick, mais cette fois-ci, je le trouve il a un jeu plus mature dans ce film, plus impliqué, enfin pas plus impliqué, mais plus dramatique. Mais c'est dû à l'atmosphère assez sombre du film, je pense. Ouais, alors j'en parle du coup, Paul, parce que je vais en dire du bien, moi. Dis-moi tout le bien que tu veux, mon Max. Il y a pas de problème. Tu pourras enchaîner après. Non, ouais, moi, alors c'est compliqué effectivement l'héritier de la violence, parce que pour replacer dans le contexte, je suis un fan de Brandon Lee. Déjà de base, hein, moi je suis quelqu'un de très très fan, bien qu'il ait fait 2 films et demi et qu'il ait fait pas que des chefs-d'œuvre. Hein. Il a vraiment le seul grand film qu'il ait fait pour les cinéphiles, c'est The Crow. Mais moi, l'héritier de la violence, ça reste mon film de lui préféré. Alors parce que c'est Hong Kong, parce que c'est Ronnie Yu, parce que c'est un peu d'Heroic Bloodshed, parce que c'est un peu tout ça. Donc moi, voilà, en petit préambule, je tiens à dire qu'au niveau de la nostalgie, au niveau de ce que ce film m'a procuré, c'est vraiment un film de mon enfance, et que voilà, donc c'est difficile de l'analyser avec froideur, mais j'ai essayé de le faire dans ma vidéo là, il y a pas longtemps. Et effectivement, en termes il a tout un tas de défauts, mais notamment sur alors c'était une époque où Ronnie Yu, c'était pas forcément l'apogée de Ronnie Yu, hein. Effectivement, il n'avait pas encore fait The Bride with White Hair, il avait pas fait tous ces grands films là, donc c'était pas forcément il avait quand même fait The Savior, qui était là son premier film, qui était quand même magnifique, un magnifique polar, mais je trouve que voilà, l'héritier de la violence, ça synthétise un peu tout ce que Hong Kong faisait dans les années 80. C'était un film de DNB, donc DNB, hein, Yes Madame, Flic de choc, tous ces films-là qui sont sortis chez nous, etc. C'était un film avec Brandon Lee, un film hongkongais avec Brandon Lee, donc ça avait quand même une certaine aura. Et je trouve que malgré son jeune âge, parce qu'il avait la vingtaine à l'époque, hein, il avait 21 ou 22 ans, donc c'est très 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 jeune quand même. C'est son tout premier rôle. Si on compte aussi le rôle qu'il avait eu avec dans le téléfilm Kung Fu là, avec David Carradine, où il joue le fils de David Carradine, là, il a été fait à peu près en même temps. Et c'est son premier rôle au cinéma. Et alors ça s'est super mal passé apparemment sur le tournage. Ça a été un truc. Il y a eu plein de, parce que voilà, je l'avais rappelé dans mon émission, mais Brandon Lee, c'est vraiment un acteur américain.
Et il n'est peut-être pas forcément fait pour se mouler dans ce cinéma. Ça devait être très chaotique à tourner. Je pense qu'ils avaient dû lui demander de faire des scènes à la Bruce Lee, des poses à la Bruce Lee. D'ailleurs, il en fait un petit peu dans le film. Je pense qu'il est obligé presque de manière mythologique d'en faire. Et d'ailleurs, il les désamorce complètement parce que il attaque notamment cette scène avec Bolo Yeung, qui est un hommage au film de son père, puis il les désamorce en mode non, mais en fait c'est pas ça que je veux faire. Et finalement, on sent qu'il veut plus faire du drame, qu'il veut plus faire de l'action avec des flingues, surfer un peu sur ce qui s'est fait sur le Syndicat du crime à l'époque, qui est sorti la même année, donc de l'Heroic Bloodshed. Donc effectivement, je pense qu'on peut voir les défauts, mais pour moi personnellement, c'est un de mes films préférés de Hong Kong. Je sais que ça va en faire halluciner plein, mais moi, il synthétise beaucoup de trucs que j'aime dans le cinéma de Hong Kong. La première partie qui est très effectivement teenage movie, un peu comme ça, et avec en plus moi j'aime bien le personnage de Brandon Lee parce qu'il interprète un prolo. Alors il n'est pas forcément crédible dans le rôle du prolétaire qui enchaîne les petits boulots. C'est un truc que j'ai un peu connu. Voilà, il est beaucoup trop beau, il est beaucoup trop frais pour le rôle, il est beaucoup trop presque un peu fashion pour le rôle. Ça fait un peu bizarre. Et on se dit, un mec comme ça, normalement à Hong Kong, il devrait pas faire ouvrier. En fait, il devrait faire mannequin normalement. Il a pas le physique d'un ouvrier. Mais bon, moi j'achète le personnage parce que j'ai envie d'y croire. Et puis parce que c'est un bon acteur quand même malgré sa vingtaine. Et puis après la deuxième partie, c'est vraiment un film de prison, quoi. Il fait un film de prison. Enfin, c'est encore autre chose. Et c'est d'ailleurs là où il rencontre Mengoy. Et c'est là où il va tisser un lien avec le personnage. Moi, j'aurais d'ailleurs beaucoup aimé. Moi, c'est un de mes rôles préférés de Mengoy. Hein. Je l'ai beaucoup aimé dans Zoo, dans First Mission, dans plein de rôles. Mais je trouve que dans celui-là, il fait vraiment le sidekicks de la plus pure des manières, parce qu'il est vraiment avec ce grand gaillard un peu beau gosse et tout, machin, qui incarne vraiment la virilité, le premier rôle comme ça à l'écran. Et en même temps, lui, le petit bonhomme qui l'accompagne, mais qui est très courageux. Qui a un parcours dans la prison assez. Son personnage est pas mal. J'aurais aimé beaucoup plus de scènes entre les deux. Voilà, à un moment donné, à la fin de la partie du coup, où Brandon Lee sort de tôle, il se retrouve avec Mengoy parce que Mengoy l'attend à la porte de la prison. Je trouve cette scène très belle. D'ailleurs, j'aurais aimé que on les voit un peu plus interagir dans les bars à Hong Kong peut-être, ou peut-être avoir un petit peu plus de scènes ensemble. Et puis à la fin, ils prennent les flingues et ils cartonnent tout, c'est extraordinaire. On sent effectivement moi je sens un peu la patte Mengoy dans le sens où on sent qu'il veut faire de l'action, mais sans faire de l'action, c'est-à-dire en la ramenant à quelque chose de très sec, de très. Moi, il y a notamment une scène où Brandon Lee, à la fin de la fusillade, s'énerve contre les mecs. Il a plus de flingue, il a plus rien, il est juste à main nue et il pète un câble et il prend les mecs, mais il fait un peu comme son père, c'est-à-dire qu'en fait, il les déglingue très rapidement. Et à un moment donné, il met un uppercut à un mec, il le soulève de 2 mètres, mais ça se passe, c'est très cuté, c'est très efficace, je trouve. Cette scène-là, moi, je l'aime beaucoup. Et voilà, moi, je pense que c'est des petits apports, parce que Mengoy, il a chorégraphié le film de A à Z. Hein. Là, il y a pas de Corée 1, il y a pas de, voilà, c'est vraiment lui qui a fait le film. Il y a quelques fulgurances comme ça, quelques trucs qu'il a fait, notamment la scène où il y a ce gunfight et où il y a un des méchants qui glisse sur l'escalier et il s'explose contre la lampe au bout de l'escalier et la caméra fait une espèce de rotation. Moi, je trouve ce moment super cool. Mais il y a plein de petites fulgurances comme ça, des moments où Mengoy prend les deux Uzi, parce qu'il a deux Uzi à la fin. Il saute comme ça au ralenti, ce qui rappelle un peu les films de John Woo, mais de manière vraiment très brève comme ça. Donc il y a plein de petites touches comme ça, mais effectivement frustrant à plein d'égards parce qu'on aurait aimé en avoir plus. On aurait aimé un peu plus de scènes entre eux. Le film aurait gagné à avoir un peu plus de, voilà. Alors, ça peut être un avantage ou un inconvénient. Le film dure 1h30. Il est très efficace. Il est dans le tempo des films de l'époque. Mais peut-être qu'il aurait, il aurait dû être un petit peu, il aurait dû avoir un peu plus de scènes, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un film que j'adore, que je conseille. Là, je suis désolé, pour mes collègues, là, j'ai passé un peu de temps sur le film. Mais voilà, moi, c'est un travail intéressant, je trouve, qu'il a fait Mengoy sur le côté sec des chorégraphies, même si c'est pas de la chorégraphie hongkongaise et c'est pas du tout de la chorégraphie coréunesque, mais du coup peut-être qu'il y a aussi cette manière de vouloir se démarquer aussi, je sais pas, je lance des pistes, je sais pas. Et puis son rôle de sidekicks avec son bandeau rouge à la fin et puis ses 2 Uzi, voilà, c'est le sidekicks de Brandon Lee, quoi. Merde. Donc moi je sais pas, je kiffe ce film pour plein de raisons. Donc voilà.
Bon, alors moi, ouais, je suis moins enthousiaste. Hein. C'est pas un film que j'aime beaucoup, L'héritier de la violence. J'adore Ronnie Yu. Moi, Fearless, comment dire, c'est Fearless, le Maître d'armes. C'est un de mes films préférés. Enfin, moi, Ronnie Yu, il a fait des choses. Ouais, t'as parlé de The Bride with the White Hair, des choses comme ça que moi j'adore. Donc j'adore le gars. Hein. C'est pas une question de personne. J'adore je suis moins fan de Brandon Lee, peut-être parce qu'il a peut-être pas eu le temps de me convaincre, hein, le pauvre. Il a pas, voilà. Mais je trouve que, en fait, quand je regarde L'héritier de la violence, j'ai plus l'impression de regarder un film canon qu'un film Hong Kong, de Hong Kong, quoi. Je veux dire, à part le climax, type héroïde Bluchette à la fin. Déjà, c'est un film qui sait pas où il habite. Est-ce que c'est un kung-fu pian? Est-ce que c'est un polar? Est-ce que c'est alors oui, les changements de ton, moi j'adore ça parce que c'est les choses, les mélanges, les mix, c'est le propre du cinéma hongkongais. Mais là, je trouve ça pas bien réussi. Et à part ce climax qui est sympa à la fin, hein, ce type héroïde Bluchette, où ça pétarade de partout, y a pas grand chose. Et ouais, moi j'avoue que au niveau des chorégraphies de Brandon Lee, je reste vraiment sur ma faim. J'ai plus l'impression de voir une petite série B américaine qu'un film hongkongais. C'est un peu normal, hein, comme on a dit, hein. Ronnie Yu, c'est de toute façon quelqu'un qui a énormément lorgné vers les États-Unis au niveau de ses prods, pour le meilleur et pour le pire, hein. Je veux dire, voilà, on parlait de Fearless tout à l'heure. Fearless, c'est une épopée à l'américaine, quoi. Mais Fearless, c'est marrant parce que, excuse-moi, mais c'est vrai que souvent des gens pensent que c'est un film américain. Il y a beaucoup de gens qui me disent je regarde pas de films chinois, j'aime pas trop. Par contre, Fearless, il est bien parce que, alors qu'en fait, c'est pas un film américain du tout. Comme tu l'as dit, c'est un réal qui est très américain dans sa manière de conceptuer de concevoir les scènes. Ouais, donc c'est un peu une épopée un peu hollywoodienne. Donc on s'étonne pas que Ronnie Yu verse là-dedans. Mais voilà, moi je trouve que c'est un film pas très intéressant au final. Et alors franchement, au niveau de la crédibilité de l'histoire et non, moi j'y arrive pas, quoi. Brandon Lee en prison, non. Ouais, je suis désolé, je n'achète pas. En fait, oui, mais c'est clair que si t'es pas fan de Brandon Lee, si t'as pas convaincu et qu'en plus, en fait, c'est vrai que il est pas très crédible dans le rôle, mais les trois rôles principaux ne sont pas très crédibles. Michael Wong, il est pas fou. Non, mais c'est vraiment je pense qu'ils ont voulu prendre des jeunes premiers, parce que DNB à l'époque, ils voulaient un petit peu remettre du sang neuf, et ils ont voulu remettre du sang neuf à l'industrie, donc ils ont essayé de trouver des acteurs à droite à gauche, donc c'était vraiment trois nouveaux acteurs, les rôles principaux, et effectivement, c'est pas Chow Yun-fat, c'est pas Leslie Chung, c'est des acteurs pratiquement amateurs, mais je trouve quand même que Brandon Lee, à chaque scène, il essaye quand même d'avoir il y a des explosions de rage, de trucs. En tout cas, il s'implique. Je trouve, même dramatiquement, il essaie des petits trucs. Même, il y a des petites subtilités par moment qu'il essaye d'amener, je trouve, malgré son jeune âge, en fait. Donc, je sais pas si toi t'as vu ça, mais moi, ou tu l'as trouvé pas du tout crédible et tu t'es dit c'est nul. Et, moi, j'ai trouvé que au niveau du jeu, au niveau de l'intrigue, je m'attache pas au personnage, moi personnellement, non, j'arrive pas. Ouais, je comprends. Ça fait carton-pâte, ça fait faux. Enfin, pour moi, ça va pas du tout. Et puis non, franchement, moi, niveau chorégraphie, je trouve ça, je vais faire sauter les gens en l'air, mais je trouve ça vraiment pas terrible, quoi. Je trouve que c'est vraiment le niveau zéro de ce qu'on peut avoir à Hong Kong au niveau de la Corée. Je suis désolé, Max. Non, mais t'inquiète. Je trouve ça pas bon du tout. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. En plus, c'est vrai que ça a la facture d'un film américain dans tout un tas de trucs, etc. Mais je retrouve quand même l'esprit hongkongais d'une certaine époque dans la DNB. Cette boîte de prod avec cette musique un peu particulière, très ancrée dans les années 80. Alors effectivement dans un côté moderne et contemporain que la DNB voulait vraiment appuyer à cette époque-là. Je retrouve quand même ça effectivement, mais effectivement en fait Brandon Lee, Ronnie Yu, on a un film américain tourné à Hong Kong. Enfin c'est très particulier. C'est très particulier, mais moi non, en fait justement la sécheresse des scènes, moi en fait ça veut dire que oui, sur le papier c'est vendu comme un film de baston, mais il faut vraiment pas le voir comme un film de baston en fait. Ça a vraiment pas été fait pour ça en fait. Je pense que les affiches appellent à ça, mais c'est pas. Mais tu vois la frustration, tu parles de la DNB, mais la frustration elle est encore plus grande parce que finalement, quand on sait qui est derrière la DNB, ça a quand même été fondée par John Cham, mais aussi par John Cham, excusez-moi, mais surtout par Sammo. Je dirais Sammo, c'est derrière Dixon Poon et Sammo et tout ça. Voilà, quoi. Moi, tu me mets Ronnie Yu, Meng Hoi,
Sammo, enfin qui est quand même derrière à superviser. On connaît le bonhomme, on sait comment. Bon, c'est vrai que parfois il produit des trucs, il en a un peu rien à foutre, il passe même pas sur le tournage, mais quand même c'est quelqu'un qui s'implique. Enfin voilà, moi quand j'entends ces noms, je m'attends à autre chose. Je pense que le fait que ce soit Brandon Lee qui soit là, je pense aussi. joue beaucoup sur la facture finale du film et ce qu'on y voit. Et moi, ce qu'on y voit ne me transcende pas en fait. Après voilà, mais après je comprends, hein, mais je vais pas passer 10 ans sur le film, on en a déjà beaucoup trop parlé, mais là en plus on parle pas vraiment de Mengoy, mais au moins voilà, Brandon Lee, il y a le côté un peu mythique, le fait qu'il se retrouve à Hong Kong aussi, je sais pas, il y a une aura particulière que j'ai du mal à expliquer, mais comme tu l'as dit, moi effectivement je suis vraiment fan de Brandon Lee. Enfin, j'ai vraiment eu le temps de grandir avec lui, avec les films, je les ai vus beaucoup, donc le fait de le voir rien qu'à Hong Kong avec des acteurs hongkongais, parce que il y a aussi c'est vraiment un film hongkongais dans le sens tous les seconds rôles sont connus, hein. Il y a Mantat, il y a Michael Chan, il y a plein de gens connus dans le film, donc tous les seconds rôles sont par contre solides, hein, malheureusement on les voit pas beaucoup, mais ils sont tous solides, donc voilà, mais je trouve qu'il y a une espèce de côté comme ça singulier que même du travail de Mengoy qu'il a voulu un petit peu apporter dans les scènes aussi rapides soient-elles, je trouve. Mais enfin voilà, ça va être mon gros coup de cœur de la mission, qui ne sera pas celui de Paul. Non mais voyez l'héritier de la violence. Tout à fait. En faites-vous votre propre avis. Votre propre avis. Je vais dire les goûts et les couleurs. Bien sûr. Bien sûr. Alors on est très souvent d'accord, moi et Max, sur les films. Oui. Eh ben c'est pas mal qu'il y en ait qui ne soient pas comme ça, c'est très bien. Oui, bien sûr. Alors tiens, bon, comme on parle, parlons de, si ça vous dit, bon, comme on fait, alors c'est du grand n'importe quoi, hein, vous avez compris, on fait pas dans le chronologique, on fait pas dans l'ordre. Parlons d'une réalisation de Mengoy. Est-ce que ça vous dit qu'on parle un peu de The Tantana? Bah oui, allez. Alors The Tantana, c'est un film de 1991 qui est là cette fois-ci réalisé par Mengoy, qui est produit par Jimmy Wong Yu. Donc c'est pas. C'est vrai. Voilà, c'est quand même à noter, hein, grand bonhomme. On va pas refaire qui est Jimmy Wong Yu. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent là savent un peu qui c'est. Et alors c'est un film très bizarre. Moi que j'adore parce qu'en fait il s'inscrit dans un style un peu de fantasy. Il va surfer sur. Alors c'est de 91, donc en 87 on a eu Histoire de fantôme chinois, mais on a eu toute la vague aussi de Ghost Kung Fu Comedy sur lesquels Mengoy a été très impliqué en tant que membre de la Hungaban. Il a joué dans l'Exorciste chinois 2. Enfin voilà, c'est un genre qu'il a pratiqué. Et c'est un peu alors c'est un film qui a ses défauts, hein, on va en reparler, ça il est plein de défauts, ça a été un échec d'ailleurs, de toute façon le film n'a pas fonctionné commercialement. Mais The Tantana, c'est un film qui un peu s'inscrit comme ça c'est un film fantastique. Je dirais même pas que c'est un film d'arts martiaux parce que finalement il n'y a pas vraiment d'arts martiaux. Non, ouais. Les gens se jettent plus des objets qu'ils font léviter à la figure. Alors on prend des épées, des chaises, ce que vous voulez, et puis on les fait voler, on a des pouvoirs magiques, et puis on se les balance à la gueule, en gros. Ouais. Et donc c'est un film qui est plus axé sur ce style de combat. Hein. Donc moi qui suis très amateur de shonen, par exemple, donc moi j'adore ça. Je peux comprendre que quelqu'un qui adore les Kung Fu Pian se dise je m'embête un peu devant ce film-là, mais je trouve qu'il a une ambition et une facture visuelle, plutôt vraiment réussie. Moi, je trouve que c'est un film qui est beau, qui est joli. Alors, attention, on reste dans le cadre d'un truc à un budget hyper limité, mais je trouve qu'il y a vraiment des aspirations esthétiques que je trouve qui s'inscrivent parfois. Il y a certains décors, j'ai l'impression d'être dans un truc de Shoryuken, vous voyez. C'est la scène où il est dans le moulin, par exemple. Là, il y a un moulin, il est avec son maître et tout. Et puis donc c'est un film où on va pas refaire l'histoire, mais c'est un film où il y a des magiciens qui s'opposent. Et puis c'est un grand hommage à ces deux genres, hein, je pense, qui sont. Alors moi, bon, on va pas refaire le débat. Est-ce que c'est de la Ghost Kung Fu Comedy ou pas, Histoire de fantôme chinois, mais qui rend hommage à ce genre-là. D'histoire de fantôme chinois, et qui rend hommage aussi à la Ghost Kung Fu Comedy, ne serait-ce que par son casting, puisqu'on a Wuma qui est le prêtre, le moine emblématique des histoires de fantômes chinois, et puis on a Lam Shi-in qui est le Fatsi emblématique
de quasiment toutes les gosses kung-fu comédies qui se sont faites. Et on a Samo, enfin voilà quoi. Moi, on a très gros casting. Sherlock en premier rôle, hein, le frère du Shinsuo qui est là. Enfin voilà, c'est un film juste par son casting, sa facture visuelle et puis son délire, c'est un gros délire que j'apprécie moi. Qui a des défauts, qui a des grosses longueurs, qui est pas bien écrit. Là-dessus, il y a pas de problème. Mais que moi, par exemple, je prends énormément de plaisir à voir. Donc c'est un peu comme l'héritier de la violence. Ça dépend ce qu'on cherche, et ce qu'on veut voir dans un film, et ce qu'on aime. Moi, The Tantana, c'est un film qui a fonctionné sur moi. C'est un film qui est passé complètement inaperçu. Et je vais pas vous mentir, avant de préparer cette émission, je ne connaissais même pas son existence. Donc je l'ai découvert là je savais pas que Mangoy avait réalisé ce truc-là, et j'ai pris quand même un certain plaisir à retrouver tous les gars que j'adore, et puis dans des décors que j'adore, et dans un délire fantasy magique que j'adore. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Moi, si je peux donner mon avis. Moi, je suis un peu plus mitigé, mais pareil que toi, Paul, je l'ai découvert pour la préparation de cette émission, et je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'y allais en m'attendant à quelque chose dans la vague de l'Exorciste chinois 2, parce que j'ai Samo, Wuma, Meng Hoi, Ken Lo en méchant, Shin Carlock, Lam Xinging. Je me suis dit, ok, il va y avoir de la grosse baston, il va y avoir quelques combats avec le chi, avec les lancers de pouvoir exactement. Et en fait, il n'y a pas du tout d'échanges martiaux quasiment. C'est que comme vous l'avez dit, des combats de pouvoir en fait, de lancer d'épée, de lancer de sorts, de rayons magiques. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçu, parce que je voulais vraiment un gros film de bagarreur, et c'est pas du tout ce que j'ai eu. Donc je pense que je l'ai pas appréhendé de la bonne manière. Après, effectivement, il y a un petit souci de rythme. Je me suis surpris à m'ennuyer sur 2-3 scènes des scènes qui s'étirent un peu, je trouve. Des scènes de comédie où les personnages se rencontrent, ça tire un peu trop à mon goût. Après, visuellement, comme tu l'as dit, Paul, il y a des scènes très belles. J'aime beaucoup la scène où il retrouve Sammo Hung sur la montagne, une espèce de montagne. Là, je trouve que visuellement, c'est très beau, effectivement. C'est pas un film mémorable pour moi. J'en attendais autre chose, mais c'est pas du tout un mauvais film, hein. Il est clairement à voir, ne serait-ce que pour ce casting assez incroyable. Et ouais, effectivement, Mangoy a voulu tenter de proposer autre chose. Moi, ça m'a pas accroché plus que ça, mais je pense que Max a un avis un peu plus enthousiaste que moi. Moi, je vais être un peu entre vous deux. Je suis mitigé sur le film. Il y a des trucs que j'ai aimés, il y a des trucs que j'ai moins aimés. Comme l'a dit Paul, effectivement, moi, j'ai parlé de l'héritier de la violence. C'est vraiment mon univers. Pour le coup, c'est typiquement mon univers, le polar, le monde contemporain, tout ça, tous ces trucs-là. Et là, on va vraiment être dans l'univers de Paul, hein. Je pense que c'est pour ça que tu l'as bien appréhendé, Paul, aussi, parce qu'on est vraiment chez toi. Moi, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que, alors, je l'avais déjà vu, moi, hein, The Tantana, je l'avais vu il y a un petit moment déjà. Je l'ai vu il y a quelques années. Et moi, je l'avais mieux aimé la première fois que au deuxième visionnage. Ce que j'avais trouvé intéressant, et là, c'est marrant que tu parles tout à l'heure, Paul, de shonen, parce que moi, la première fois que je l'avais vu, je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, alors moi, j'ai vu beaucoup d'épisodes de Naruto dans ma vie, et il y a plein de scènes, et notamment la scène alors les combats, effectivement, les échanges de chi, d'énergie qui m'ont fait penser à Naruto. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé en tout cas du shonen de cette de ce style-là. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et direct. Et puis quand il va chez Samo là, avec son grand chapeau dans le moulin, là, pas dans le moulin, c'est la scène d'après justement, dans la montagne là de je sais pas quoi. Ça me fait beaucoup penser à la phase Naruto chez Jiraiya. Je sais pas, il y avait, alors j'ai vraiment vu j'ai pas fini la série Naruto, mais j'en ai vu quand même beaucoup, et ça m'a beaucoup fait penser le moment avec l'homme crapaud, là, le machin, tous ces trucs-là, Jiraiya, le ninja dans enfin voilà, il y a vraiment ce truc-là. Je pense que les créateurs de Naruto ont dû voir le film, parce que c'est ce que ça m'avait fait, la première impression quand je l'avais vu. Et moi, j'avais plutôt kiffé le côté, justement, en fait, qui fasse pas de film qui fasse pas de kung-fu du tout. Je crois que Shin Carlock lève la patte une fois, mais sans frapper son adversaire. C'est juste pour montrer son immense talent, parce que Shin Carlock est un grand monsieur. Et non, j'ai bien aimé justement le côté qu'ils prennent le truc à l'envers, qu'ils se disent non, on va faire un film que
avec des pouvoirs et des tuchis. Alors effectivement, ça marche pas tout le temps. On sent que c'est limité par du budget, c'est limité par du temps, c'est limité. Il y a les apparitions de Ken Lo, moi je les trouve un peu ridicules. Je vois beaucoup les câbles. Et c'est vraiment Ken Lo, ça m'avait vraiment fait bader dès les premiers plans. Je me suis dit, alors faut outrepasser ces premiers plans. Après, une fois qu'on les a passés, c'est bon, mais il y a des apparitions en câblé qui sont un peu particulières par moment. Mais le film se regarde, il est sympathique. Moi, je suis vraiment entre vous deux en fait. Je suis pas hyper enthousiaste, mais je trouve pas que ça soit un mauvais film. Je trouve qu'il a plein de qualités. Et puis, ouais, vraiment cet apport là, cette espèce d'essai de faire des scènes de baston avec du chi, c'est couillu, c'est ambitieux. Il aurait pu, je pense, ramener ce truc-là s'il avait peut-être eu l'occasion de faire d'autres films. C'est un peu dommage en fait. C'est un petit peu. Alors oui, comme tu dis, le film a pas marché, donc ils ont pas retenté l'expérience. D'ailleurs, je crois qu'après ça, Mangoy, il a eu, la suite de sa carrière est pas dingue. Je crois que ça a été un peu le coup d'arrêt de sa carrière. Ouais. Alors, je reviens juste sur parce que ça m'a fait penser, ça m'a fait tilter. Le film, il date de 91. Alors, on dit qu'il s'inscrit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Max. Ça s'inscrit complètement dans un esprit shonen, en fait. Je pense qu'il y avait aussi cette visée-là. Et elle s'inscrit un peu dans un mouvement qui était un peu comme ça, où les Hongkongais, à ce moment-là, lorgnaient beaucoup sur le manga, sur l'animation. On a Lam Nai Choi qui fait Legend of the Phoenix, qui fait Rikyo, qui sont des choses qui sont reprises de manga. On a dans les mêmes années, on a Choi Ark qui produit The Wicked City. Donc on est dans un truc comme ça, on est dans une espèce d'époque où à Hong Kong on regarde pas mal ce qui se fait à Tokyo. Et je pense que ce film-là s'inscrit aussi un peu dans cette vague. Donc je pense que cet esprit shonen, il est voulu, quoi. C'est quelque chose qui est voulu, et on a voulu. Alors on n'a pas repris un manga, on a fait quelque chose d'autre. On n'a pas repris un animé, mais ça s'inscrit quand même vachement dans cet esprit très japonais. Alors attention, quand je dis très japonais, c'est un film hongkongais pur jus. C'est pas. Mais voilà, je pense que ça s'inscrit un peu dans cette mouvance où dans fin des années 80, début des années 90, on a vu pas mal de réalisateurs hongkongais aller chercher de l'inspi du côté de ce qui se faisait dans les studios d'animation japonais, justement. Ouais, puis qui va du coup inspirer une série japonaise après. Enfin, c'est une espèce de boucle comme ça. C'est sympa, ouais. Alors, et puis, non, excuse-moi, Max. Non, mais c'est juste la petite précision par rapport au goût du public hongkongais pour l'univers du manga, notamment, et de tout ce qui vient du Japon. C'est encore très, très présent aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup d'amis et je suis allé voir des choses japonaises, notamment des Kamen Rider et des Dragon Ball Broly là, à Hong Kong. C'était blindé et les gens connaissent les séries par cœur. Et il y a vraiment un engouement pour cet univers à Hong Kong encore aujourd'hui. Ça a vraiment toujours été le cas à Hong Kong. Alors, tu disais que ça a mis un peu la fin de sa carrière. Alors oui, je pense, ouais. Il fera plus grand chose. Alors il fera plus grand chose. Il fera des choses. Au niveau chorégraphique, justement, il fera des choses dont on va reparler un petit peu après, juste après. Mais là, juste les années d'après, dans les années 90, il va quand même faire un truc que j'ai pas vu, mais qui est une Ghost Kung Fu comédie, une série télé avec Lam Chi-ying, qui s'appelle Vampire Expert 2, et qui vont faire pour une chaîne télé qui s'appelle la Asia Television Limited. C'était une chaîne hongkongaise qui existe plus, qui a disparu en 97 avec la rétrocession. Et donc, alors je ne dis pas que c'est ce film-là, mais c'est tout son parcours dans la Ghost Kung Fu comédie. On revient pas sur ce qu'on a dit déjà. Et ce film-là qui est alors aussi un hommage au shonen, mais aussi un hommage à la Ghost Kung Fu comédie, dans un sens. Il va avec Lam Chi-ying, avec son copain Lam Chi-ying, faire une série télé. Donc de Ghost Kung Fu comédie, Vampire Expert 2, où elle s'appelle aussi Zombie Taoïste, ce qui montre quand même finalement que il se détache peu à peu finalement du cinéma. Il n'aura qu'un rôle d'acteur d'ailleurs dedans, il fera rien d'autre, mais que sa carrière à ce moment-là, je pense que The Tantana et son insuccès va faire que sa carrière prend une autre tournure. Et que on le voit maintenant, il va faire quelques séries télé et va faire de moins en moins l'acteur, puis après on verra quand même qu'il rencontre pas, mais quelques bonhommes avec qui il avait déjà bossé avant vont le faire rebondir dans d'autres postes, on va dire. Moi je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, mais très brièvement pour rappeler un truc, parce qu'on a complètement oublié de le dire, mais dans Yes Madame, donc le sens du devoir 2, qui est là on remonte aux années 80,
où il était encore avec Corey en fait, il partage il fait la portion comique du film avec Tsui Hark et John Cho. Donc c'est un peu le sidekicks c'est un peu de trio comme ça comique qu'ils avaient fait à l'époque parce que ils voulaient pas risquer de faire un film totalement sur Donana parce qu'ils savaient pas commercialement comment ça allait marcher, donc ils ont mis beaucoup de comédie, notamment ces 3 personnages là. Et il a quand même eu il a eu un prix pour ce film. Il a eu le meilleur rôle secondaire au Hong Kong Film Award. Donc c'était quand même aussi pour rappeler que malgré il a quand même eu un prix quoi en tant qu'acteur dans un film, et un film qui a cartonné commercialement et qui est très important. Donc c'est aussi pour rappeler ça. Alors moi j'adore hein. Yes Madame. Alors le duo Mengoy Choi Hark, moi il me tue. Franchement ils sont géniaux là-dedans. Enfin, c'est un super film. Alors là, c'est vraiment, les gens qui veulent découvrir ce que c'est que le cinéma de Hong Kong, je pense que c'est une des meilleures portes d'entrée. Yes Madame, vous avez tout là-dedans, quoi. Ça synthétise beaucoup de choses. Ça synthétise beaucoup de choses, ouais, voilà. Et il avait gagné un prix. Et alors, ça me permet de rebondir. On en a déjà parlé de Choi Hark, qui, alors là, fait l'acteur, hein, qui avait bossé, qui avait fait bosser Meng Hoi sur Tzu, quelques années avant, on en a parlé, et qui, là aussi, hein, fin des années 90, The Blade, Choi Hark, et à la Corée, on a Monsieur Meng Hoi. Alors c'est un gros bordel hein, au niveau de la Corée. Ouais, il y a Yong Yan Yan, il y a beaucoup de gens, Mais voilà, Choi Hark, personnage très important en général, hein, mais très important aussi pour Meng Hoi. Et voilà, Meng Hoi, je vais dire les gens. Voilà, Meng Hoi, voilà, il meurt un peu dans l'anonymat. En tout cas, en France, tout le monde s'en fout. Hein. C'est Monsieur Tzu et c'est Monsieur The Blade. Je veux dire, The Blade. J'ouvre mon Twitter, j'en entends parler 12 fois par jour. Donc, faut se rappeler qui est derrière. C'est ce monsieur-là, et derrière des chorégraphies que vous avez kiffé dans The Blade. Alors. C'est un truc très compliqué, ouais. T'as dit, il y a Hong Yan Yan, il y a Yuen Boon, il me semble aussi, qui est là. Ouais, il y a plein de gens. Ça a été un chaos infernal, comme la plupart des tournages des films de Choi Hark, mais celui-là particulièrement difficile. C'est un film qui se distingue. Ça me fait rire d'ailleurs souvent. J'entends souvent cette phrase The Blade a terminé le wuxia. The Blade, il a pas terminé le wuxia, les gars. The Blade, c'est un film, c'est un wuxia complètement original qui a complètement éclater les codes du wuxiapian, mais après lui, il y a d'autres wuxia qui se sont faits. Hein. Il y en a encore qui sont aujourd'hui. C'était l'envie initiale, mais oui, effectivement. Non, mais tu sais, je voulais quand même, parce que j'entends souvent ça quand j'écoute des émissions sur The Blade. Oui, le film qui a terminé le wuxia. Alors, je sais pas exactement ce qu'on entend par là, mais The Blade, qui est un wuxia à part, et de toute façon, c'est un film à part, même dans la filmographie de Choi Hark. On pourrait dire que il y a 2 tentatives qui se ressemblent chez Choi Hark. On va pas faire une émission sur Choi Hark, mais je le dis là, 2 tentatives qui ressemblent, qui se ressemblent, on va dire, c'est The Blade et Time and Tide, c'est-à-dire cette façon de complètement déconstruire et la mise en scène et la narration et de faire complètement autre chose. Il l'a fait en mode contemporain polar avec Time and Tide, il l'a fait en mode wuxia avec The Blade. C'était son ambition du moment. C'est une aparté dans sa carrière. Si vous connaissez la carrière de Choi Hark, ces films-là ne ressemblent pas à ce que fait Choi Hark, c'est autre chose, c'est une expérimentation. Mais j'avais envie quand même de le dire, c'est un grand film, j'adore ce film. Il ne termine pas le wuxia. Le wuxia, aujourd'hui, on est en 2023, il y en a encore qui sortent. Et il a pas mis fin au wuxia du tout, ce film. C'est un wuxia à part et qui a malheureusement, ou heureusement ou malheureusement, j'en sais rien en fait, mais qui n'a pas laissé de suite. Je veux dire, c'est pas un film qui a redéfini les codes du wuxia. C'est un truc à part, c'est une expérimentation de Choi Hark à un moment donné, que lui-même d'ailleurs n'a pas poursuivi sur le reste. On retrouvera dans Seven Sword de quelques... Ouais, j'allais te le dire, ouais. Mais c'est quelque chose c'est une expérience, The Blade. Et d'ailleurs, ce Hark lui-même va tourner son prochain film, ça va être un wuxia. Oui, et je suis à peu près certain qu'il ressemblera. Peut-être que les gens vont me dire tu t'es gouré, mais je pense pas. Il ne ressemblera pas à The Blade. De toute façon, Tsui Hark, il est pétri de plein d'influences et avec Détective D, il fait du Chuyan, il fait parfois du King Hu, il fait parfois il déstructure, enfin, il essaye plein de choses. Donc, effectivement, oui. Alors, moi, c'est pareil. Hein, moi, c'est vrai que
c'est effectivement, c'est pas la déstructuration finale. De toute façon, c'est impossible puisque c'est le genre de prédilection dans le cinéma chinois, donc c'est impossible de détruire le wuxia. Ouais, cette phrase m'a toujours étonné, ce truc, parce que j'imagine que ça t'a surpris. Ouais. Je lis souvent le wuxia qui finit le genre, qui termine le genre. Je sais pas ce que veulent dire les gens par ça. Voilà, donc je voulais juste le dire. Ceux qui emploient ces termes-là, s'ils veulent me l'expliquer, je veux bien, parce que moi, il faudra m'expliquer en quoi The Blade, qui est un film monumental, hein, mais en quoi il termine un genre qui a 50, 60 ans et qui continue aujourd'hui. Voilà. Non, mais je crois que je vois ce qu'ils veulent dire, mais effectivement, il le termine dans ses intentions, c'est-à-dire qu'il veut tout exploser, mais c'est un peu après moi le déluge, mais après moi, non, parce que c'est le genre absolu, hein, le wuxia du cinéma chinois, donc c'est impossible. C'est comme le kung-fu, c'est comme à la rigueur, le fait de détruire le polar hongkongais, par exemple, est plus crédible. Parce que effectivement, après Time on Tide, finalement, et outre la période Johnny To, tout ça, on n'a pas eu non plus. Alors là, on a eu Limbo récemment, mais c'est l'exception. Mais on n'a pas eu des gros polars. Mais bon, bref. On a eu la série des Storms quand même. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. On a eu la série des Storms, la fabuleuse. C'est eux qui l'ont vraiment tué, quoi, pour le coup. Mais tiens, en parlant de polar et en parlant de Meng Hoi, bon, comme on fait dans le grand bazar sans chronologie, je tenais à quand même dire, parce que ça m'a fait penser, qu'il apparaît, il fait un petit rôle dans le Ip Man de Herman Yao. Alors pourquoi ça me fait penser, c'est qu'en ce moment, au niveau en 2013, Herman Yao fait un polar. Alors Herman Yao, grand bonhomme, et je pense que lui aussi mériterait une émission. Alors lui, c'est 6 heures là, parce que et qui est encore très actif et qui nous livre des très très bons polars en ce moment. 4 films cette année, c'est incroyable. 4 films cette année qui sont plutôt pas mal. Et, il est très en forme, le vieux là. Et donc en 2013, il fait faire un petite apparition, un petit caméo dans le Ip Man, dans son Ip Man à Meng Hoi. Hein. Il y a pas que lui qui lui rendra hommage. Hein. On aura bien entendu Donnie Yen dans Kung Fu Killer, l'année d'après, qui lui fera faire aussi un petit rôle. Donc c'est quelqu'un à qui on a rendu les honneurs à Hong Kong. Les grands savent qui est ce bonhomme, quoi. Et aussi pour la petite parenthèse, son dernier travail, il a été fait dans un film de Hong Kong réalisé par des Français, donc Julien Carbon et Laurent Courtiot, pour Les Nuits Rouges du Bourreau de Jade, alors qui est pas un film d'action, mais je pense qu'il a dû chorégraphier certains trucs et tout. Donc c'est son tout dernier travail. Et encore une fois, c'est des Français qui lui rendent hommage. Donc on est content d'être les deuxièmes, mais il y a pas eu beaucoup de gens, je pense, qui lui ont rendu hommage en France. Donc et là, donc c'est des Français qui l'ont appelé pour un truc. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, si un jour on a l'occasion de les rencontrer. Pareil, on va pas faire une émission sur ces deux bonhommes, mais c'est des gens très importants. C'est des grands messieurs du journalisme et leur parcours est hallucinant. Un jour on en reparlera peut-être. Qui sont partis à Hong Kong en tant que scénaristes, qui ont bossé pour Tsoyar, pour Johnny To, et qui ont fait leur premier film. Enfin, qui au début étaient des journalistes dans la presse spécialisée. Enfin voilà, c'est des gens hallucinants. Bon, on les salue. Voilà. Ouais, carrément. Et puis donc voilà, donc ils ont rencontré Meng Hoi, ils ont travaillé avec lui, ils lui ont donné apparemment le dernier rôle, donc enfin le dernier rôle en tant que chorégraphe, donc c'est assez intéressant. Voilà, moi voilà ce que je peux dire sur la fin. Il y a plein de films qu'on n'a pas abordés, on n'a pas parlé de First Mission. Ouais, et si on peut s'y arrêter de 2 petites minutes, parce que je pense qu'on aime tous beaucoup ce film. Ouais. Je t'en prie, vas-y. C'est First Mission, 1985. Jackie Chan, Sammo Hung, il joue 2 frères. Sammo Hung a une petite déficience mentale. Il fait beaucoup de choses qui le mettent souvent en danger. Jackie joue un flic qui jongle un peu entre sa carrière, ses ambitions personnelles et le fait de devoir vivre et surveiller son frère en permanence. Et encore une fois, Meng Hoi joue un de ses amis, un de ses collègues, et il a un très beau rôle, je trouve. Il essaye d'épauler Jackie, il essaye de protéger Sammo en même temps. Ça donne lieu à de très très bonnes scènes. Autant dans l'action, le final est assez impressionnant, que dans l'émotion, on a vraiment des scènes intimistes où Jackie Chan craque plusieurs fois face à la situation, parce qu'il se sent à la fois responsable de son frère et ça le freine dans sa propre vie.
et ça donne lieu à 2 scènes vraiment très très intenses. Et Mangoy est là et lui aussi il apporte un jeu très 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 puissant, très émouvant, et ça, pour moi, ça a donné un des meilleurs films de Jackie et de Samo. Et Mangoy était là pour les assister. Un très très beau film. Bon, alors si vous le voyez en français, vous pouvez vous dire qu'il y a du surjeu, mais il faut se souvenir aussi que les Hongkongais jouent différemment que les acteurs français ou américains. Voilà, ça s'exprime énormément avec le corps et tout. First Mission, pour moi, c'est vraiment un petit bijou à découvrir si vous êtes passé à côté. Je peux que vous le recommander. C'est une petite pépite. Ouais, je plus sois. Ouais. Et puis en plus de ça, Mangoy, en plus d'avoir ce rôle de très très cool, qui est vraiment voilà le bon pote quoi, le bon pote qui va épauler Jackie, qui va l'aider à la fin, qui va le soutenir dans les moments difficiles, tout ça, le bon pote quoi. Il incarne vraiment ce truc-là dans le film. Et en plus de ça, il a bossé un petit peu aussi en Corée sur le film avec Yuen Biao et l'équipe de Samo, parce que Yuen Biao apparaît pas dans First Mission, ce qui est très rare pour l'époque. Avant, Yuen Biao, il apparaît dans tous les films quasiment de Samo, et là, il apparaît pas, et il s'est apparemment vraiment focalisé sur la chorégraphie. On voit vraiment pas Yuen Biao, on le voit, moi j'ai vu des scènes de making-of et apparemment, Mangoy a quand même fait pas mal de scènes, il est très impressionnant, il a quelques petites scènes à la fin de baston, petits coups de flingue, de petits trucs qui sont assez cool. Puis c'est un très beau. Le film marchera pas du tout, je crois. Enfin, je crois que ça sera un échec. Quel dommage. C'était à une époque où ils voulaient essayer de faire un film dramatique avec Jackie et Samo, et là où les gens les attendaient pas du tout, et finalement. Je crois qu'ils auront beaucoup plus de succès après, les années d'après, avec Police Story et Shanghai Express. Les deux, ça va être un peu différent. Ouais. C'est sorti la même année que Police Story, 85. Ouais, puis la même année aussi que Lucky Star 2, je crois. Ouais, c'est ça. Une année assez prolifique pour Jackie Chan. Je crois qu'il a sorti au moins 4, voilà, entre le retour du chinois, le Lucky Star et compagnie. Enfin bref, voilà. Ça c'est une petite. On fait des parenthèses sur des parenthèses, mais c'est tellement riche que du coup. On est obligé. Comme tu dis, c'est parenthèse sur parenthèse, mais bon, voilà, comme c'est une émission qui est en hommage à ce grand bonhomme, hein, vous voyez, les gens savent pas forcément qui c'est ou ne connaissent pas. On vous a parlé, regardez dans l'émission, hein, on vous a parlé d'Opération Dragon, on vous a parlé des exécuteurs de Shaolin, on vous a parlé de Yes Madame, on vous a parlé de Tzu, on vous a parlé de The Blade, on vous a parlé de First Mission, on vous a parlé de toute une flopée de films. Tous plus importants les uns que les autres pour ce cinéma-là, et on a Mangoy derrière. Je pense quand même, ça montre quand même l'importance de ce très très grand monsieur qui nous a quitté donc d'un cancer de l'œsophage. Ouais. Très jeune. Voilà, on a parlé de l'exorciste chinois, de Pedicab Driver, de l'héritier de la violence, et j'en oublie. On n'a même pas parlé de Warriors 2, on n'a pas parlé du Moine d'Acier. Warriors 2 et Moine d'Acier, ouais, effectivement, où il a des petits rôles, intéressants. On n'a pas parlé de. Alors, il a des petits rôles, et puis, parce qu'il fait partie de la Hungaban, il est là, quoi. Je veux dire, il est marquant. Qui sont derrière, qui donnent des idées, qui sont tout. Enfin, voilà, c'est quelqu'un, alors, toute proportion gardée, hein, mais c'est quelqu'un sans qui les films qu'on adore ne seraient peut-être pas ce qu'ils sont. Non, puis le côté aussi homme de l'ombre, parce qu'effectivement, tu as cité tout un tas de films mis en lumière tout le temps par plein de gens, mais des fois aussi, derrière tous ces grands films, il y a des talents. Alors qu'on met en avant, des Tsoyak, des machins, on en parle tout le temps, mais il y a tous ces petits mecs de l'ombre là. Alors là, pour Mangoy, c'est marrant parce qu'il est vraiment mec de l'ombre, on va dire, en tant qu'acteur, toujours l'éternel second rôle, et en même temps mec de l'ombre par rapport à son parcours, par rapport aux films sur lesquels il a travaillé. Donc c'est bien de le faire sortir de l'ombre, justement. C'est cool. Pour les fans de Van Damme, je le rappelle encore une fois, c'est lui qui a fait les chorégraphies de Karate Tiger, et du 2 aussi pour les fans de Cineros Rock. Mais voilà, Karate Tiger, moi, un film que j'adore aussi, qui synthétise tout un tas de trucs des années 80. Effectivement, qui est plus un film de producteur qu'un film de réal, mais là vous allez voir peut-être les meilleures chorégraphies de Van Damme, on va dire enfin c'est très court, mais sur la fin, c'est peut-être vous verrez jamais Van Damme se battre avec la rapidité, l'efficacité d'un style hongkongais, etc. Donc c'est génial, et c'est Mangoy et Koryun qui chorégraphie. Donc voilà, effectivement, il est associé à plein de grands noms et de grands films.
Donc voilà, c'était important pour nous de le resituer dans sa juste place et d'en reparler. Et effectivement, à Hong Kong, alors moi, pareil, hein, les gens que j'ai rencontrés à Hong Kong le connaissaient, lui rendent hommage, etc. À Hong Kong, il est quand même... là, il y a la Hong Kong Stuntmen Association qui lui rend hommage et tout ça, donc c'est normal, hein, il était proche d'eux et il en faisait partie, je crois. Mais et en tout cas, voilà, c'est un grand monsieur, mais homme de l'ombre qu'on a voulu faire ressortir, donc c'est important en tout cas, je trouve. Grand bonhomme, on le salue, que comme on dit chez nous, que la terre lui soit légère. Ouais. Et regardez des films de Mangoy. De toute façon, si vous aimez le cinéma hongkongais, vous verrez des films dans lesquels Mangoy joue, Mangoy a joué un rôle. Ça, c'est sûr et certain, parce que le monsieur a travaillé sur toute une flopée de films incontournables. Et donc, on rend un grand hommage. On est très triste de sa disparition. C'est encore une partie du cinéma qu'on aime qui s'en va avec lui. Et bah voilà, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Hein. C'est une autre grande disparition pour le cinéma de Hong Kong. Hein. On en a eu pas mal ces dernières années là, entre Ringo Lam, Benny Chad, Man Tat, Mangoy maintenant. Donc voilà, c'est important de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont construit un peu notre passion, notre amour pour le cinéma asiatique. Donc je suis très content qu'on ait fait cette émission hommage. C'était parfait. Alors voilà, bah écoutez, Raging Fire Club va revenir très très vite. J'espère pour des choses plus joyeuses que la disparition d'un artiste. Mais on se retrouve de toute façon très bientôt pour parler de cinéma d'action, parler de cinéma héroïque, parler de cinéma asiatique. Et en tout cas, moi, je vous salue bien fort. J'espère que l'émission vous donnera envie de vous plonger un peu sur la carrière de ce monsieur. Et puis je laisserai le mot de la fin à mes deux copains. Très heureux d'avoir fait cette émission. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite, effectivement. Et la bise à tous. Et merci encore, les gars. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.